Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues. C'est dans ce podcast qu'on va à la rencontre de rien du tout. On lit des bandes dessinées. De l'album. On lit des bandes dessinées et ensuite on en parle. Alors, évidemment, quand je dis on lit des bandes dessinées, en vérité, il faut comprendre qu'on les a lues avant parce que sinon ça fera un podcast où sinon ça fera un podcast où pendant une heure il se passe rien. Je me posais la question justement. On entendrait juste des bruits de page. Alors ce serait peut-être très ASMR compatible. Mais oui, c'est ça, genre. Donc. Je l'avais pas vu venir. C'est ça. Oh, la splash page là. Et donc Bruce Wayne c'est Batman? Mais non. Quoi? Mais c'est incroyable. Pas du tout. Et Peter Parker c'est Spider-Man? Non, mais je n'y crois pas. Ça, je le savais par contre. Ah, mais toi, t'es trop fort aussi. C'est trop facile. T'avais trop deviné. Hein. Dès que Spider-Man il arrive, Peter il est plus là. Hein. Je suis désolé. Oui, c'est vrai. Vous avez dit s'il était là depuis le début. C'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Donc, je disais, c'est dans ce podcast qu'on vous parle de bandes dessinées qu'on a lues. On vous dit ce qu'on en a pensé, si on a aimé ou pas, si on vous le recommande ou pas. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. C'est votre temps, c'est votre argent, c'est à votre bibliothèque peut-être aussi. C'est vos potes à qui vous allez piquer des bouquins. C'est votre Noël. L'important, c'est votre plaisir, c'est votre persuasion mentale sur vos proches pour qu'ils vous fassent kiffer, qu'ils vous offrent des BD. En tout cas, là, on a quand même pas mal de. Je crois que c'est un Back Issues. Alors, il y a un peu de super-héros, mais surtout, je crois que c'est des lectures qui, dans l'ensemble, seront recommandées. En tout cas, je suis à peu près sûr 2 sur 3 vont être vivement recommandés. Et le troisième, on verra. On va en discuter ensemble avec Corentin, parce que je ne me suis pas concerté forcément avec toi sur l'ensemble de ces bouquins. Et on est du côté de Delcourt pour démarrer avec le Carnaval des cadavres. Par contre, c'est quoi le super-héros? New Gods? Ah bah oui, je suis bête. Il est bête celui-là. Oui, bon, c'est du super-héros, faut le dire vite. C'est pas grave. Non, voilà. C'est du super-héros. C'est le super-héros. Voilà. Mais donc, Carnaval des cadavres. Bowling with Corpses et Other Tales from the Unknown. Lands Unknown. Donc les contrées inconnues, c'est le nouvel univers partagé. Pour l'instant, enfin ça aussi c'est vite dit quoi. Partagé. Et donc de Mike Mignola qui va faire avec Ben Steinbeck, mais pour l'instant c'est que du Mike Mignola qui a décidé de faire un recueil de courtes histoires, mais qui se passent toutes dans le même univers qu'il a créé. En fait, qu'il a commencé à créer parce qu'il s'amusait à raconter ces histoires. Il s'est dit, en fait, j'ai envie que tout se passe dans un même monde et j'ai envie de vous faire un peu une présentation par le truchement de petits récits de certains personnages qui permettent d'aborder aussi un peu la mythologie de ce monde, de voir un peu comment les choses s'organisent à la fois en termes de structure de société mais aussi juste de géographie. C'est un tome assez court hein, quand même, mine de rien, qui se lit rapidement. Il y a à manger. Ouais, c'est une centaine de pages, mais c'est surtout la première vraie création originale de Mike Mignola depuis le Hellboyverse en fait. Alors pas spécialement parce qu'il y avait aussi Baltimore à côté. Baltimore, pardon, mais Baltimore ça vient de bouquin donc. Oui, mais il l'a créé. Enfin, oui, c'est vrai, voilà. Oui, tu as raison. En l'occurrence, ça a été poursuivi. Il y a Joe Golem aussi. Et il y a encore un autre truc qu'il a fait. Non, malheureusement, ce n'est pas le premier univers partagé, ou en tout cas le premier univers de Mike Mignola depuis Hellboy. En revanche, c'est probablement ce que lui décrit comme étant la continuation de la philosophie qu'il avait quand il a créé Hellboy. Si c'est plus clair pour tout le monde. Je te laisse poursuivre. Non, mais tu m'as séché. Hein. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Et avec aussi Warwick Johnson Caldwell, il avait fait un autre univers qui s'appelait Falcon Spear. Mais c'est pas un univers, c'est un tome. Et aussi Monsieur Higgins Come Home, qui je crois n'est pas lié directement à la continuité de Hellboy. Après l'homme à la tête de vis non plus, c'est pas. Voilà, c'est ça. Après Mignola, il fait 40 trucs. C'est pas du Hellboy non plus techniquement. C'est un puits de nouvelles idées. Après, c'est techniquement le projet le plus ambitieux, je crois. C'est en tout cas pensé d'entrée de jeu comme un univers partagé, et surtout avec Steinbeck, ce qui n'est pas du tout anodin. Et effectivement, si vous avez lu Acheron, l'une des dernières mini-séries qui était illustrée, peut-être même la dernière, par Mignola dans l'univers de Hellboy, il y avait cette idée que une fois que Hellboy je ne parlais toujours pas du coup, mais a fait ce qu'il a, voilà, très bien. Alors c'est pas lui qui détruit la Terre techniquement, c'est le grand dragon Ogdru Jahad, mais quand il a repeuplé la Terre avec son sang, c'est ça qui est intéressant aussi, on va en parler. Mais que en fait, si remarque, je suis obligé de spoiler en fait, je comprends. À la fin de l'univers de Hellboy, donc le Osiris Club a réussi finalement à invoquer le grand dragon Ogdru Jahad, qui est donc l'hommage à Lovecraft et le dragon de l'apocalypse qui détruit toute forme de vie sur Terre. Hellboy doit faire ce qu'il a à faire depuis le début, qui était teasé dès les premiers tomes de la série, en s'accouplant plus ou moins avec la déesse Hécate, qui est donc une vierge de fer, je crois que ça s'appelle, c'est l'espèce de sarcophage où il y a des pics à l'intérieur. C'est un Iron Maiden, ça, c'est une vierge de fer. Voilà. Il rentre dans la vierge de fer, il meurt, et son sang se répand sur Terre, donnant naissance à la nouvelle forme de vie qui va remplacer l'être humain, en l'occurrence les ichthyosapiens, grenouilles et poissons.
Et c'est évoqué dans Lands Unknown, mais surtout dans la série Acheron, Edward Grey dit à ce moment-là, maintenant nous allons partir vers les contrées inconnues. Voilà. Et donc c'est pas la suite, c'est pas connecté, c'est pas dans la mythologie, mais philosophiquement, t'as une idée qui en est. C'est voilà, une façon pour Mignola de dire, c'est ça pour moi les contrées inconnues, c'est ça pour moi le nouvel univers que j'avais envie de créer, puisque techniquement l'univers que crée Hellboy, il existe aussi dans l'univers de Hellboy, puisqu'il y a la série Frankenstein qui évoque la suite de la saga Hellboy, mais là on est vraiment sur une passation de pouvoir, entre guillemets, un passage de flambeau philosophique. Et comme tu dis, effectivement, Mignola, il a plus rien à prouver, il a fait ce qu'il avait à faire sur tous les fronts. On sait qu'il a toujours envie un peu d'écrire pour Hellboy, puisque par-ci par-là, il lui arrive de proposer de nouvelles histoires avec Lonergan notamment. Mais à côté de ça, il se lève il est à la retraite, il se lève le matin, il dessine, il a telle idée parce qu'il a lu telle nouvelle, tel récit folklorique, et il s'est dit, mais en fait, pourquoi je m'embête, puisque je suis Mike Mignola, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'assembler tout ça dans un truc qui soit cohérent et digeste, je peux le faire. Et un petit peu comme quand Tolkien a créé la Terre du Milieu, où quand on écoute les récits, quand il en parle, en fait, il dit qu'il a découvert la Terre du Milieu plus qu'il ne l'a inventée. C'est qu'en fait, en posant une idée, une autre idée lui venait, c'est pour ça que c'est très descriptif, les contes de la Terre du Milieu, le mythe de la Terre du Milieu, c'est qu'en fait, justement, il y a, quand un hobbit se promène, il va vous parler d'un arbre, et vous expliquer quelle est l'origine de cet arbre, qui est mort sous cet arbre il y a 10 000 ans, et mais ce mec-là, du coup, c'est intéressant parce que faut qu'on en parle, etc., etc. Et c'est un peu la même chose, en fait. C'est qu'on sent que ça a coulé, en fait, de l'esprit de Mignola, comme de la lave en fusion, et qu'en fait, t'avais pas forcément prévu, lui, d'aller beaucoup plus loin que ça, mais, parce que par exemple, l'histoire, Bowling with Corpses, donc du bowling avec des cadavres, ça pourrait être une histoire de Hellboy, en fait. Ça pourrait être Hellboy qui va en Italie, qui rencontre un personnage qui lui raconte cette légende, et puis fin. Ça n'aurait pas eu plus de portée que ça. Mais en, du coup, développant cette histoire, lui est venue l'idée que ça pourrait être quelque chose de plus vaste. Et à mesure qu'il pose des idées pour rentabiliser et ses lectures personnelles et aussi pour imaginer des choses tierces, se constitue en fait effectivement un environnement qui débouche sur une carte complète. Et donc là, on a une topographie. On a une histoire, on a une mythologie, on a une cosmogonie même. Et c'est là que je parlais de trucs intéressants dans l'affiliation, c'est qu'on nous explique que les contrées inconnues, donc ce monde-là, il naît en fait du moment où le dragon rouge s'est tranché la gorge et que son sang a ratiboisé l'ancienne espèce humaine qui existait sur Terre pour donner naissance à un monde nouveau, avec de nouveaux dieux, et que le dragon n'est plus là. Donc, allégoriquement, en fait, c'est ça. C'est Hellboy qui est mort pour que Mignola puisse faire les contrées inconnues. Ce que je trouve déjà assez génial au niveau mise en abîme de sa propre histoire. Ce que Mignola fait souvent, de toute façon, parce que Mignola, justement, j'ai oublié le nom de cette histoire, mais il y avait une histoire avec un magicien et 3 petits cubes qui faisaient disparaître. Et en fait, c'était un truc, enfin, j'en trouverai ça, peut-être que je mettrai dans les commentaires, ou sur Blue Sky. Mais il écrit souvent par rapport à sa propre vie, en fait. Par rapport au choix qu'il a fait en tant qu'artiste. Et donc, il a souvent mis en scène sa propre carrière à travers des contes et légendes. Et là, c'est encore le cas aujourd'hui. Maintenant, concrètement, dans la forme, cet album-là, donc effectivement, c'est un recueil d'histoires courtes, voire très courtes. En fait, c'est plein de choses à la fois. À la fois, c'est un recueil de contes et légendes qui parfois sont basés sur des faits réels, enfin sur des vraies histoires qu'il n'a pas inventées, mais qu'il reprend à son compte. Parfois, elles sont de la pure invention. C'est aussi un livre de règles, une introduction à un nouvel univers, dans le sens où justement, voilà, tu auras un passage qui va précisément te parler des dieux, et il n'y aura pas d'histoire, c'est juste, voilà comment les dieux existent dans cet univers-là. À d'autres moments, effectivement, tu vas avoir des passages qui vont être très descriptifs, et un côté, comment dirais-je, merde, aide-moi, un côté Silmarillion. C'est qu'en fait, le Silmarillion, justement, c'est pas un bouquin qui a été écrit d'un seul tenant, c'est le fils de Tolkien qui a récupéré tous les écrits que son père avait fait avant de mourir et a essayé de leur donner une forme digeste comme une sorte de bible au sens biblique, pas de bible d'univers, mais une bible avec un début qui serait la cosmogonie, le début des temps. Et en fait, chaque histoire a des thèmes différents, des couleurs différentes. Et là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on te dit, grosso modo, bienvenue dans les terres inconnues. Voilà les exemples de ce qu'on peut faire avec les terres inconnues. Donc, on peut faire effectivement un récit sur un gamin forgeron qui se balade et qui, en gagnant au bowling, va obtenir une patte. C'est aux osselets, je crois. Aux osselets, ouais. Va obtenir une patte de on ne sait pas trop quoi. Cette patte lui permet d'être un super guerrier qui va taper après des chauves-souris et des vampires. Et ça s'arrête là. Et il y a rien. Hockey, pas les osselets, hockey, pardon. Il joue au hockey.
il y a pas de morale, tu vois, il y a pas de. Non, c'est très bref, c'est très froid, c'est très sec. Mais parce que Mignola dit lui-même qu'il avait juste envie de dessiner cette histoire, quoi. Il s'est dit, j'ai envie de dessiner un gamin qui joue au quai avec des squelettes. C'est ça. Alors pareil, on nous parle d'un immortel dont on veut récupérer les pouvoirs, on sait pas trop, etc. Puis on nous dit, cela, on les reverra plus tard. Ok. Vous allez avoir aussi un vieux soldat qui raconte comment il a picolé avec le roi des gobelins dans une montagne, mais que sa nana était pas très contente, du coup elle l'a foutu à la porte. Enfin, c'est très bizarre, c'est très. Puis t'as une pirate devenue vampire. Voilà. Tout à fait, ouais, qui est un peu la seule histoire qui a une forme de morale entre guillemets. Et qui est vraiment longue pour le coup. Qui est assez longue, ouais, effectivement. Bah, on se doute bien qu'on la reverra elle aussi. Et chaque fois justement, tu retrouves des éléments communs. Donc le fait qu'effectivement les dieux ne sont plus là, le fait effectivement que il y a des croyances, il y a un monde ancien, des races qui ne se parlent pas entre elles, etc. Enfin, c'est assez chargé, c'est assez riche. Ça ressemble vraiment à des contes médiévaux, en fait, folklore. Si vous lisez des vieux livres de contes et légendes, vous avez cette écriture, justement, avec le gamin qui va... Cette logique aussi du troc, du marché qu'on passe. Ça, c'est un truc qui est dans beaucoup de contes et légendes. Le héros part à l'aventure, un personnage lui dit, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi, etc. Là, c'est pareil avec la pirate qui se transforme, avec le gamin qui obtient les quilles. Et t'es pas pour des trucs, t'as juste des histoires qui ont tellement morphé avec le temps. Parce que c'est aussi ça, aussi, les contes de légendes, t'as des trucs qui sont rapprochés les uns des autres, et qui, en fait, c'est par la transition orale, par le passage des générations, qu'on a un peu vidé le texte de sa substance, ou alors qu'à l'inverse, on l'a fait évoluer pour lui donner un truc plus riche, en fonction des évolutions de la société. Par exemple, le roman de Renard, que vous connaissez certainement, dans la version originelle médiévale, Renard, c'est un gros dégueulasse, il pisse sur les gamins 10 en grains, il viole sa femme, etc. Nous, la version qu'on a eue, c'est la version à la cool, tu vois. C'est la version qui est là pour te dire, le renard est futé, et donc il bat la force brute. Au départ, c'était pas ça, tu vois. Et là, c'est pareil, tu peux dire qu'il revient à une espèce de version essentialiste des contes et légendes qui, en fait, sont pas spécialement là pour t'apprendre une belle morale ou une leçon de vie, mais qui sont là, en fait, simplement parce que c'est des histoires qu'on se racontait dans les villages. On se disait, voilà ce qui s'est passé, voilà quel est mon folklore. Telle pirate, c'est sûr qu'elle a vendu son âme au diable, mais qu'après, elle a appris que le sorcier avait fait ci et ça, etc. Et il n'y a pas, en fait, vraiment de conclusion qui ressemblerait à et c'est comme ça que le monde est devenu ce qu'il était, etc. Non, c'est juste... Non, surtout que les histoires sont pas dans un ordre chronologique, en fait. Tout à fait, voilà, absolument. C'est juste des histoires qui pourraient, effectivement, avoir été racontées sur une scène, devant un château fort, à une époque, parce que on pense que ça a existé. Du coup, c'est assez compliqué de démêler ce que Mignola veut faire, parce que, à la fois, il te le dit, remarque, tu me diras, à la fois, c'est vraiment une rêverie. Il le dit dans les post-face et bonus. Exactement, c'est aussi une plongée un peu dans son cerveau. C'est en fait une fois qu'il s'est, contrairement à Hellboy, c'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout ancré dans le sol. Ça ressemble vraiment à du conte. Les personnages ne disent que ce qu'ils ont besoin de dire. Il y a pas de dialogue, il y a pas de côté humain, il y a pas ce côté BPRD entre guillemets, tu vois. Il y a pas ce côté lyrique. T'as pas une narration qui te chante un poème pendant que tout ça se déroule. Donc c'est vraiment une plongée dans le cerveau maintenant de Mignola, qui a tellement bouffé en fait de folklore, a tellement bouffé en fait de magie, d'histoire, de Lovecraft et tout, que ça sort naturellement en fait, et voilà à quoi ça ressemble une fois qu'il n'y a plus le compromis de faire du blockbuster, du super-héros, de raconter une histoire sur le temps très très long, etc. Donc je trouve ça assez fascinant, j'avoue, je me suis régalé à cette lecture. En plus, c'est vraiment du Mignola en dessin dans sa forme actuelle, donc très minimaliste, et justement le minimalisme du texte épouse le minimalisme du trait, en fait, c'est qu'il te donne que ce qu'il a envie de te donner. Il y a aussi un peu d'humour quelque part avec les animaux qui parlent, ou avec les vaches naines. Voilà, c'est toujours le côté un peu absurde de Mignola qui, pareil, continue de s'émerveiller et de s'enchanter face au truc aussi banal qu'un canard qui cause, en fait. C'est aussi très noir, c'est très beau, moi je trouve ça très beau, les plages. C'est super beau. T'as envie un peu de savoir où ça va, quand même. C'est Dave Stewart qui met en couleur, mais ils ont aussi sorti une édition plus grande et en noir et blanc qui est absolument géniale, quoi. Après, moi, j'aime bien les couleurs de Stewart. Ouais, mais Macmillan noir et blanc quand même. Oui. T'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Toi, tu vas peut-être dire là-dessus. Bah voilà, quand même. Donc, mais du coup, je parle, Arnaud. Quel est ton avis? Mais moi, j'avais une question à te poser plutôt. En même temps, vu tout ce que tu as développé, j'ai pas grand chose c'est souvent le cas de toute façon, mais j'ai pas grand chose de pertinent à rajouter, en fait. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne entrée pour découvrir Mac Mignola? Ça, c'était une vraie question, parce que je me suis dit, moi, j'ai kiffé, dans le sens parce que si j'ai pas encore fini Hellboy, j'ai quand même lu pas mal de Mignola maintenant dans ma vie, donc je suis assez client de sa façon de raconter. Moi, j'adore quand on me raconte des contes et légendes, en fait. Je m'aperçois, je sais plus sur quel autre bouquin je t'en avais déjà parlé, cet aspect vraiment conte des mille et une nuits,
Mais en fait, j'aime vraiment en fait cette façon de raconter les histoires. Il y a des créatures, il y a des monstres. C'est dans le style actuel du Mignola, donc je trouve ça vraiment que c'est un vrai plaisir pour l'esprit et pour les yeux. Mais avec cette structure décousue, avec ce côté, c'est des petites histoires, donc on rentre jamais beaucoup dans le fond du problème ou dans le fond des personnages, et que justement il n'y a pas forcément une chute ou une morale à attendre, contrairement aux contes qui servent un peu de base en général pour ce type d'histoire. Et donc je me suis vraiment demandé à la fin, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit réserver aux fans de Mignola de longue date et qui justement attendaient le retour du maître sur un nouveau projet où il sera aux commandes scénario dessin, même si après il y aura Ben, mais de voir vraiment ce qu'il a encore dans le coffre pour créer de nouvelles choses. Ou est-ce qu'on peut le proposer, on peut dire, si vous avez jamais lu de Mignola, en l'occurrence vous avez jamais lu ni Hellboy, ni Baltimore, ni Joe Golem, est-ce que c'est la bonne porte d'entrée pour découvrir cet auteur? À mon sens, tu l'apprécies mieux si tu connais le personnage et son style. Ça dépend de ton âge et de tes goûts aussi. S'il y a des gens qui vont découvrir l'univers de Hellboy. Aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être un peu... J'aime pas ce mot, mais... adolescent ou mainstream. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment que l'univers d'Hellboy, c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée, des comics et compagnie, mais c'est vrai que c'est dans son époque, le mec essayait quand même de faire une BD avec des péripéties, avec des vilains nazis, avec une équipe de justiciers qui était le BPRD, enfin de X-Files, de l'occulte qui était le BPRD. Là, je pense qu'arrivé à l'âge qu'il a aujourd'hui, en fait, il a plus besoin de ces éléments-là, donc il s'en débarrasse complètement. Néanmoins, moi, j'adore Hellboy, tu vois. C'est quelqu'un que je l'ai lu, découvert avec plaisir, que j'ai terminé. Et par moments, ça devient vraiment bizarre aussi comme ça, tu vois. Genre, dans Hellboy, t'as un moment donné où on te raconte l'histoire d'un guerrier africain légendaire qui est Hellboy, en fait, qui est vu par le prisme de Hellboy. Et c'est de la poésie, entre guillemets, c'est de la poésie chantée, avec de la BD derrière, tu vois. Donc il y a toujours ce côté expérimental chez lui. Moi, je pense que si tu veux découvrir Mignola, il faut commencer par Hellboy, de fait, puisque tu vois l'évolution de son œuvre, l'évolution de son style, l'évolution de sa carrière, l'évolution de sa vie en parallèle, puisque encore une fois, je le dis, moi, j'ai pas forcément toutes les réponses. Il se peut que dans les contrats inconnus, il y ait des trucs biographiques, ou en tout cas que lui interprète comme des trucs biographiques, qui racontent des trucs très personnels, parce que ça a souvent été dans sa biographie. La fameuse scène, tu vois, où Hellboy... Ce fameux moment où Mac Mignola a joué au quai avec des squelettes. Ben, bien sûr, qu'il avait fraîchement déterré dans un cimetière. J'étais là aussi, on a bu un verre après d'ailleurs avec des fantômes. Ce monsieur bizarre. Voilà. Regarde, c'est un super exemple. T'as ce truc qui est devenu un mème sur internet qui est Don't fuck with me, lady, I've just have a beer with skeletons. Ou j'ai bu un whisky avec des fantômes. C'est une scène qui est connue en fait où Hellboy est mort entre guillemets, finit sur une île et boit un coup avec des cadavres. Voilà. Et quand on parle à Mignola en fait de ça, il te dit c'est l'état mental dans lequel lui il était à ce moment-là. C'est qu'en fait il se posait des grosses questions sur l'avenir de Hellboy, qui à l'époque n'était pas encore défini. Et c'est là qu'il a eu l'idée de dire non, en fait je sais ce que je vais faire, je vais terminer l'histoire. Parce que je vais pas faire toute ma vie du Hellboy, j'ai d'autres choses à raconter et tout. Et il avait des gros doutes par rapport à l'avenir. Et c'est là justement que Fegredo est arrivé, a repris les dessins. Il y a souvent ces trucs-là en fait justement sur comment Mignola interpole son état mental par rapport à ce qu'il met en fiction, parce que c'est pas un scénariste né, en fait. C'est un littérateur. C'est un exégète de la fiction. Et donc, à ce moment-là, en fait, Hellboy, c'est plus intéressant pour découvrir l'avant, le pendant et la fin de Mignola en tant qu'auteur. C'est-à-dire que tu commences avec un truc. À l'époque, c'est John Byrne qui écrit les scénarios de Hellboy sur le premier volume. Et après, petit à petit, il trouve son style, il trouve son footing, il trouve ce qu'il a vraiment envie de raconter. Et à la fin, quand t'arrives à Hellboy en Enfer, qui n'est pas la fin canonique, mais Hellboy en Enfer, c'est un chef-d'œuvre absolu, justement, d'un parcours. Et allégoriquement, il y a plein de trucs dans Hellboy en Enfer, je peux pas le décrire maintenant, mais un jour on fera ce thématique sur Mignola, mais il y a des trucs qui sont vraiment un bilan personnel de sa carrière à lui, qu'on trouve dans Hellboy en Enfer. Et donc là, à mon avis, si on n'aime pas le côté, justement, super-héros, si on n'a pas envie d'un truc trop long non plus, si on adore, comme toi, les contes et légendes, et que, surtout quand c'est opaque, je pense que Nicolas Beaujouan préférera, te répondrait, il faut commencer par Lands Unknown, et on oublie Hellboy, parce que Hellboy, justement, c'est trop de compromis mainstream. C'est trop mainstream, ouais. Tu vois, voilà. Mais c'est vrai que si on a 40-50 balais et qu'on est fan de médiévalité, d'orientalité aussi, il y a beaucoup de trucs qui sont hindous, là, tu vois. Enfin, hindous, de cette partie sud-asiatique, des dieux Akala et compagnie, tu vois, qui sont mis dedans, et ça brasse très très large, c'est génial. Enfin, si on est effectivement plus dans le côté ésotérique, le côté exégétique et compagnie, même, tu vois, je crois qu'il référence, enfin,
Dans l'album, il fait justement une dédicace à Stan Lee, à Jack Kirby, à Lovecraft, à Robert E. Howard. J'en oublie un. C'est pas Stephen King, je sais plus, mais un truc comme ça. Et il dit, voilà, c'est ces mecs-là que moi je veux convoquer. Donc si on est plus fan, effectivement, des nouvelles de Lovecraft, peut-être que ça ressemblera plus ça, malgré l'absence de grand ancien. Il y a des yeux sur un arbre et tout. Oui. Mais voilà, il y a un passage un peu vers là qu'il faut aller, que Hellboy qui effectivement fait plus du super-héros. Et encore, je dis ça. Non, il faut tout lire de Mignola. Voilà, c'est ma réponse. Voilà, c'est la longue réponse à une question simple, mais c'est comme ça qu'on les aime aussi. Donc, le Carnaval des cadavres, un récit complet en tant que tel, quoi, un collectif de petites histoires à retrouver chez Delcourt. C'est pour 17,50 €. En l'occurrence, chez votre libraire. On passe maintenant du côté des super-héros. Mais super-héros, vite, voilà, c'est vite dit. Voilà. Avec les New Gods, le début de la série de Ramvé et Evan Kegel, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en interview sur le podcast. Hein. C'est mis en ligne, c'est à écouter, et avec une version retranscrite en VF sur le site comicsblog.fr. Mais donc, on a parlé de l'album avec les auteurs, notamment, on a beaucoup axé la discussion avec Ram et Evan sur les délais à tenir, parce que Evan, c'était quand même une grande première d'aller dans le mainstream comme ça. Donc ça n'a pas été évident, et c'est pour ça que le projet a été pensé pour avoir d'autres dessinateurs avec qui Ram aime beaucoup travailler, et que c'est un plaisir de revoir aussi sur cet univers, comme Lonergan, mais je pensais à Rubin du coup. Philippe Andrade, oui, voilà. Ouais. Il y a aussi Riccardo Federici du coup qui est dessus, et donc voilà, donc dans ce nouveau tome des New Gods, où il reprend donc les personnages imaginés il y a bien longtemps par Jack Kirby, le maître des comics, où là on nous apprend que ça se passe donc après le décès de Darkseid, qui a lieu au moment des débuts de la phase DC All-In, donc DC Prime canon, chez Urban Comics, mais un autre nouveau dieu est né pour apparaître sur Terre et pourrait menacer l'ensemble de l'équilibre. Et donc, on a Orion qui est envoyé sur Terre par le High Phaser pour, a priori, l'éliminer. Ce qui ne plaît pas forcément à Mister Miracle. La perspective de Orion demande à Miracle de sauver l'enfant parce qu'il n'a pas envie de le tuer. Ouais. Et donc, s'ensuit ensuite une sorte de début de conflit aussi, puisque du côté de Apocalypse, une nouvelle guerre se prépare, parce que de toute façon c'est le grand malheur du quatrième monde, c'est d'avoir trouvé une réelle conclusion, puisque Jack Kirby n'a jamais terminé cette histoire, et ce qui fait que mathématiquement, de facto, en fait, la guerre entre New Genesis et Apocalypse sera éternelle, et donc tu ne peux pas aller dans l'univers des New Gods sans mettre en scène ce conflit, quel qu'il soit, mais avec une approche peut-être un peu différente, Corentin. Oui. J'ai plein. Toi, tu m'as dit que c'était banger, quoi. Ouais, c'est banger, mais avec des nuances. C'est un banger nuancé. Alors, ce que moi je trouve très bien déjà, c'est que le dessin est extraordinaire. Évidemment, il n'y a pas de besoin forcément de s'apesantir 10 000 ans dessus, mais j'aime beaucoup la façon dont Kegel se réapproprie le design de Kirby, avec un Orion plus massif, plus imposant, plus menaçant aussi. J'ai oublié le nom de la New Gods, qui a l'espèce d'archerie aussi pendant la bataille, où là pareil c'est dessiné comme du manga de mecha japonais. Le vilain, un design un peu plus faible je trouve, mais c'est un autre débat. Il y a une façon effectivement de comprendre la mythologie de Kirby comme quelque chose d'inachevé, ça c'est assez intéressant, que Ramvé entend compléter ou expliquer. Et c'est l'un des premiers à vouloir faire ça, parce que généralement, les New Gods, c'est un peu comme les Eternals chez Marvel. On sait que Kirby est important parce qu'il a permis de poser des trucs dont on se sert encore aujourd'hui, et que c'est Kirby, donc il y a une révérence naturelle envers le maître. Néanmoins, on sait jamais trop, je trouve en tout cas, comment articuler ses idées dans un truc organique et fluide. C'est-à-dire que chez Marvel, on a retenu des Eternals, les Celestials, et on s'est beaucoup basé là-dessus pour faire des trucs avec les Celestials, pour l'origine de l'univers, leur côté dieu de l'espace et tout. Chez DC, c'est pareil, c'est-à-dire que les New Gods, ça a toujours eu ce côté un peu Zarbi, parce que de fait, c'est Zarbi. Alors, soit on en fait des trucs expérimentaux, mais vraiment purement expérimentaux, comme Forager, Bug Forager de McAllred, soit, Arnaud a fait « oh oui » en soupirant hors micro, soit on en fait des trucs qui, en fait, bien, mais... ont plus vocation à servir, en fait, de péplum cosmique. C'est-à-dire que, grosso modo, à quoi servent les New Gods? À Darkseid. Il nous faut un grand vilain, Darkseid. Allez hop. Et les New Gods, c'est qui? C'est sa famille. Et c'est tout. Et généralement, on va pas beaucoup plus loin que ça.
Ce qui est pas anormal, hein, c'est toujours un peu compliqué à trifouiller. Sauf quand on est Scott Snyder et qu'on te dit qu'en fait le Sourcefall, c'est une source d'énergie illimitée et qu'il y a une déesse qui vit dans le Sourcefall, et qu'une fois qu'il est fracturé, et ben la déesse elle sort, et ben elle est très méchante et elle va péter les gueules. Ça c'était dans la Justice League de Scott Snyder et a priori c'est pas canonique puisque Ramvé n'en fait aucune mention. Mais donc pour rappel, les New Gods effectivement c'est 2 planètes, Apocalypse qui représente les enfers et New Genesis qui représente le paradis, dans une compréhension assez hébraïque, hein, en l'occurrence du paradis, avec le Allfather qui est un berger qui guide ses enfants, les New Gods, et Darkseid qui est le grand Satan, ou en tout cas une version du mal absolu qui recherche l'équation de l'antivie, donc la façon d'éradiquer toute forme d'existence dans l'univers. Et comme tu le dis, ils sont toujours en conflit permanent, sachant que théoriquement, et ça a priori ça a été confirmé par Grant Morrison, il n'existe que un Darkseid et un Allfather, un Apocalypse et un New Genesis dans tout le multivers. Et ils utilisent une technologie qui est celle des Motherbox pour se déplacer à travers ce multivers, en sachant que c'est plus ou moins, encore une fois, canonique. Et à côté de ça, il y a le Source Wall, donc qui serait le degré de séparation des réalités, c'est-à-dire que autour de tout le multivers d'essai, vous avez un seul Source Wall. Ce Source Wall, c'est la limite de l'univers et de la réalité. Selon Morrison, derrière le Source Wall, il y a l'auteur de comics qui dessine. Selon Scott Snyder, il y a une déesse qui peut péter des gueules. Et Ramvé revient vraiment à tout ça. C'est-à-dire qu'il revient en fait à tout ça existe, tout ça on le sait, on connaît, compagnie. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va raconter les origines de New Genesis et de Apocalypse. Il va t'expliquer que le Allfather et Darkseid, en fait, sont 2 personnages qui partent d'un seul dieu, qui faisaient partie d'une trinité divine. Et en fait, lui, c'était le forgeron. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une trinité, la déesse des voyageurs, le dieu des pillards et le dieu des forgerons. Et que ces 3 dieux, ensemble, ont plus ou moins conquis la galaxie, jusqu'au moment où l'un d'entre eux est tombé sur ce qu'on suppose être l'équation d'antivie, c'est-à-dire un mal très ancien qui a la capacité de prendre possession des gens qui l'entourent et qui cherchent qu'à détruire, et a demandé donc au forgeron de lui fabriquer des armes pour conquérir l'univers. Le forgeron a fini par, en créant un 4e monde, ce qui n'est pas clair du tout, je trouve, scinder son âme en 2. L'une de ces 2 âmes était le Allfather, qui a fini sur Terre, a priori, en tout cas une version de la Terre, qui a participé à l'élévation de l'espèce humaine jusqu'aux pyramides, et qui ensuite a décidé de se suicider pour se réincarner sur New Genesis et fonder une nouvelle utopie avec les New Gods. Alors peut-être que je comprends tout ça de travers, mais je trouve ça un peu bizarre. Et en plus, moi, je le lis en VO, ce truc-là, et c'est très chargé en VO, parce que Ramvé aime beaucoup l'écriture littéraire, l'écriture poétique. C'est très chargé en VF aussi, je te rassure. Le vieil anglais qui, j'imagine, donne du vieux français en français. Je sais pas trop où est-ce que ça va nous emmener pour l'instant, mais on t'explique effectivement que l'Allfather, avant de partir, a laissé sur Terre la graine d'un nouveau dieu qui pourrait s'activer si les conséquences devaient le nécessiter. Et donc effectivement, comme Darkseid est mort, la nature a horreur du vide, un nouveau dieu apparaît pour compenser son absence. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça, en fait. On sait que pareil, il y a, j'ai oublié leur nom en VO d'ailleurs, l'héritier du dieu des pillards, ou un héritier de l'espèce qu'il avait créée, la fratrie qu'il avait créée, vient sur Apocalypse, conquiert le monde, et ensuite va sur New Genesis dans l'idée de conquérir cet autre monde-là. Et donc c'est un peu le plan classique de les anciens dieux, un peu comme dans le Thor de Halloween. Les anciens dieux qui étaient là avant les nouveaux dieux reviennent, mal intentionnés, et pour bousiller le nouvel ordre établi, et prendre la place, et ramener le chaos originel sur le devant de la scène. C'est un peu ce que nous raconte cet album-là pour l'instant. Avec effectivement les péripéties d'usage. On te ramène effectivement Mr. Miracle. Alors j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait un hommage un travail d'hommage envers Tom King sur l'écriture du Mr. Miracle. C'est-à-dire que quand Scott Free arrive, il commence une réplique, Orion lui coupe la parole, et Scott Free termine sa réplique. Et ça ressemble à du dialogue Tom King, en fait, les dialogues bloqués, où t'as l'impression que justement il a fait exprès en considérant d'ailleurs avec raison que le Mr. Miracle de Tom King était un chef-d'œuvre, de bien s'inscrire dans la continuité directe et thématique et au niveau des interactions entre les personnages. Genre la relation entre Scott Free et Barda, c'est du Tom King. Le rôle de père de Tom King, oui, du coup, mécaniquement, mais de Scott Free, qui est repris tel quel, in extenso.
il met lui-même aussi dans les New Gods, ça qui est intéressant, c'est comment en fait Ramvé généralement s'insère dans la diégèse des super-héros, il crée des personnages qui sont comme lui, indiens. Et c'est ce qu'il avait fait avec Swamp Thing. Plutôt que de reprendre Alec Holland, il avait imaginé justement des personnages qui étaient plus proches de ses origines à lui. Là, il fait pareil, c'est-à-dire que le nouveau dieu est un enfant adopté par des personnages indiens qui ont vu dans sa présence une prémonition éventuelle et qui ont donc décidé de l'adopter. Et à côté de ça, effectivement, on a tout ce côté la guerre sur New Genesis, les origines du Highfather et ses pouvoirs réels, sachant qu'en fait, depuis le début, le Highfather est Orphée, et s'il veut, il pourrait buter Superman. Ça, c'est un peu con, je trouve. Et voilà, ça se termine aussi avec une origine pareille, ça c'est dans le côté mettre des mots sur ce que Kirby n'avait pas pu dire ou n'avait pas eu le temps de dire, le Black Racer. Où en fait, le Black Racer, on t'explique que c'est pas un New Gods, que c'est une manifestation de la mort, comme la nana de Thanos, entre guillemets. C'est vraiment un truc qui est cosmiquement assez bien agencé. En plus, c'est fait par... c'est quel dessinateur qui fait cette partie-là, bordel de merde? C'est pas Federici? C'est Andrade, justement. C'est Andrade, voilà. C'est fait de manière très, très, très flottante, atmosphérique, éthérée, brumeuse. C'est pas clair du tout. Et il y a une envie de brouiller les pistes aussi, pour ne pas mettre des mots pareils très simples sur des choses très compliquées. C'est très métaphysique aussi, parce qu'après les New Gods, évidemment, que c'est métaphysique. Et Metron qui cherche toujours l'origine de la source. Et qu'est-ce qu'est la source? Qu'est-ce qu'est le Source Wall? Ce qui est génial aussi, c'est que Ramvé te fait ça en canon. Ça coûte déjà, comme je l'ai dit, c'est la suite de Mr. Miracle. On te parle du fait que Barda est dans les Birds of Prey. Ça considère la mort de Darkseid, qui est canonique actuellement dans l'univers DC. Et on t'explique aussi que c'est la Great Darkness, donc la force noire fondamentale du chaos et du néant, qui aurait elle-même créé le Source Wall comme un reflet de son inexistence. Ça, c'est génial chez Ramvé, ce côté un peu branlette intellectuelle que moi me fait grave kiffer. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, comme la Great Darkness, c'est le rien absolu, elle avait besoin de créer un tout absolu, c'est-à-dire un monde des possibles mathématiques, physiques, quantiques, cosmiques, etc., pour lui opposer une résistance, ou pour en tout cas lui justifier son existence à elle. Et donc c'est comme ça qu'est apparu le Source Wall. Et la raison pour laquelle il est inexplicable, c'est parce que la Great Darkness elle-même, donc qui est un truc créé par Alan Moore dans Swamp Thing et Crisis, et qui a été rentabilisé récemment par Williamson dans Dark Crisis, est elle-même inexplicable. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui se battent en duel dans un truc qui va quand même assez vite, hein, c'est beaucoup de péripéties, c'est un peu de poésie aussi, bon voilà, ça c'est Ramvé, qui a toujours envie d'être le nouveau Neil Gaiman, hein, en vérité, au niveau littéraire, pas au niveau de sa vie privée évidemment, mais il y a toujours un peu ce côté-là, voilà, Ramvé il se revendique de l'héritage de Morrison, de l'héritage de Gaiman, de l'héritage de Moore, donc quand il prend un sujet aussi touffu que Kirby, il aime bien le prendre avec élégance, avec poésie, avec grandeur, ce qui donne à l'album un côté un peu boursouflé, je trouve. C'est pas du tout fluide, hein. C'est vraiment vous vous demandez un peu où est-ce qu'il veut en venir, parce qu'à la fois il y a un côté très mainstream dans ce qui se passe avec Orion, avec Barda, etc. Et avec même la proposition, je veux dire, le côté un nouveau dieu arrive et peut potentiellement mettre fin à l'espèce humaine, enfin l'espèce à la vie sur Terre. Ah, ça c'est classique, hein, je veux dire, encore une fois, chez Marvel, ça arrive tous les 2 jours. Le côté, la nature a horreur du vide, il faut rééquilibrer le machin, le bidule, le bordel. Bon, composition de super-héros assez tradie. Néanmoins, c'est embarqué dans un truc qui justement cherche des référents historiques, on cite des pamphlets, on va dire, philosophiques des New Gods. C'est-à-dire qu'il y a des historiens de l'univers qui ont essayé de comprendre ce qu'était l'univers, donc on te l'explique. Il y a effectivement ces 3 anciens dieux qui n'étaient pas évoqués jusqu'ici. Et c'est une façon pour Ramvé de répondre à la question pourquoi les New Gods. C'est complètement con, puisqu'on dit que Darkseid et Highfather, c'est l'équivalent de Satan et de Dieu. Enfin, Satan et de Moïse, on va dire. Pourquoi les New Gods? C'est quoi les anciens Gods dans ce cas-là? Et ben là, Ramvé, il a une réponse à te donner. Donc, c'est pas mal du tout, je trouve. Même si ça se cherche encore un peu. J'ai vraiment besoin de savoir où ça va, en fait. Bon, je l'ai lu en VF, hein, pour le coup, j'ai pas encore attrapé tous les numéros en VO. Parce qu'à la fois, c'est très prometteur. Et ça veut enfin trouver des réponses beaucoup plus intéressantes que ce que Scott Snyder en avait fait. Ou la question des New Gods, néanmoins, pour l'instant, ça se cherche encore, je trouve. Et il est encore un peu trop tôt pour répondre à la question. Mais mon choix est fait. Oui, mon choix, j'allais faire la petite réflexion à la marque de la flamme.
C'est tout. C'est toi. Non, moi j'ai pas pareil. Hein, T'as aimé ou pas? Je te dis, moi j'ai bien kiffé. Je trouvais que c'était un peu touffu quand même. Que faut quand même bien s'accrocher. C'est pas évident. Et même avec la bonne traduction de Maxime ah non, c'est Mathieu Auverdin, pardon. C'est bizarre ça. Bah alors. Non, mais faut que j'aille vérifier parce que pour moi, Ramvé, c'est Maxime Ledin qui traduit. Non, il y a sûrement une erreur sur la page de la fiche album là que j'ai en direct. Mais non, donc c'est bien traduit, mais ça reste effectivement touffu, littéraire. C'est pas justement, c'est pour ça qu'on rigolait un peu au début en disant c'est du super-héros, mais est-ce que c'est vraiment du super-héros parce que c'est quand même une autre dimension en fait. Et c'est ça qui est appréciable en fait. C'est ce qui participe de toute façon de général à la bonne direction d'ensemble de DC Prime, DC All-In pour la VO, c'est d'avoir des séries qui arrivent à avoir leur propre identité, à avoir vraiment une patte et scénaristique et graphique qui est vraiment marquée, caractérisée. C'est pour ça que c'est super cool en fait d'avoir ça. Un peu comme Batman Nocturne quelque part. Complètement, oui. C'est ce que pareil, c'est qu'on faisait les légendes orientaux, très poétiques, très opéra et tout, qui pourtant dans une BD de Batman très classique. Ouais. Et là, on est subjugué dès le départ hein, avec le travail d'Evan, quoi. Vraiment, moi, c'est son ouverture avec la planche de New Genesis, mais qui à chaque fois me casse les rétines, quoi. Je dois les réparer à chaque fois, je dois les envoyer à la réparation. Ah merde, ça coûte cher. Ouais, c'est relou. Il me coûte cher à la sécu, ce monsieur. Mais non, il y a un peu d'ailleurs de Hickman, je trouve, dans l'envie de mettre des symboles, des logos. En voiture de chapitre, tu sais, avec la topographie et tout. Ça se demandait même pourquoi cet album-là ne mérite pas un format un peu plus grand aussi pour pouvoir pleinement apprécier de ces pages. Après, ils s'en sont tenus à leur collection, à la direction de la collection, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais après, historiquement, les New Gods, c'est peu vendable. Ceci. Ouais, mais c'est l'équipe créative, quoi. Ouais. Il y a quand même eu un certain succès de mémoire l'année dernière pour Dawn Runner, donc je pense que tu pouvais capitaliser là-dessus en disant pour les New Gods, on fait l'édition normale et puis on se fait une collector dans un grand format, d'autoilé, noir et blanc. D'autoilé, marquage à chaud, signé. Exactement, tout ça. Et moi, j'aurais yanklisé, je l'aurais prise comme ça. Il y aurait pas eu de souci, mais donc, non, j'attends quand même de voir où ça, parce que moi, je la suis pas en VO pour le coup, je me contente de suivre en VF. T'arrêtes de jouer avec tes cheveux, là? Non, j'aime bien. C'est trop bizarre, t'as une Hirocoif depuis tout à l'heure, là. J'aime bien, ouais, t'as la taille. Ouais. Si je me faisais une crêpe, je sais pas, c'est bizarre. Donc, je ferais 3 mètres de haut. Starstorm. Ouais. Donc donc voilà, lecture amplement satisfaisante pour le moment. Et je suis comme toi, j'attends de voir où ça va, mais pas forcément au même degré d'avancée dans la série. Et donc, série que vous pouvez retrouver pour 18,50€ chez Urban Comics. Et on va terminer déjà ce Back Issues avec de l'horreur qu'elle est bien, de l'horreur qu'elle est très jolie, avec une invitée dans la demeure de Morgan Carroll, donc qui est le dernier ouvrage de l'année chez 404 Graphiques, il me semble. Donc Morgan Carroll, donc autrefois Emily puis I.M. Carroll, qui a fait déjà de l'horreur, en fait, qui même s'est fait connaître principalement pour ça, avec des histoires qui étaient publiées sur le web, dont une partie a été ensuite compilée dans un album très réussi qui s'appelle Dans les bois, et qui avait été publié, alors je sais plus si c'est chez Casterman ou chez Sarbacane, et donc je vais essayer de vous retrouver l'information. C'est bien chez Casterman, c'était sorti il y a quelques années, mine de rien, il y a presque 10 ans en fait. Et donc, Carole qui nous fait un album qui s'appelle Une invitée dans la demeure, une histoire de maison hantée, concrètement, puisque Abby, en fait, a épousé un homme qui était veuf, qui est fraîchement veuf avec sa fille. Il s'installe dans une nouvelle maison, enfin, elle intègre la maison, et là, en fait, elle va commencer à découvrir que l'ex-femme de son mari n'est pas morte vraiment dans les conditions qu'on lui a racontées. Va commencer à y avoir des apparitions dans la maison, et donc va se jouer toute une intrigue autour de en fait, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à l'ex-femme, quelle est donc cette apparition, ce fantôme, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses intentions, quels sont ses réseaux, quels sont ses réseaux, et ça va avec certes deux gros twists, notamment dans l'histoire, en fait, qui vont amener l'auteur à nous parler quand même d'identité, de la recherche de soi, aussi même des contraintes, enfin des pressions
qu'on peut avoir dans la société en tant que femme. C'est une histoire d'amour aussi, complètement d'un amour très gothique là-dedans, et c'est absolument magnifique d'un point de vue purement formellement graphique. Carole a un dessin qui est complètement zinzin, avec une approche dans l'album qui est avec beaucoup de noir et blanc, de nuances de gris et des passages plus en couleur qui ont une vraie signification dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des séquences de rêves forcément qui là sont illustrées en couleur, mais pas que, parce qu'il y a aussi ce côté on joue sur des détails, sur des endroits du dessin où on a envie d'apporter l'attention et donc qui vont être en couleur pour vraiment attirer le regard. Mais ouais le style en tant que tel, c'est hyper beau. Et en plus c'est un bouquin qui te met vraiment dans une ambiance dès les premières pages, puisque en gros ça commence par Abby qui se regarde dans la glace, qui se trouve un peu moche, un peu vieille comme ça, et puis qui d'un coup s'arrache la gorge à main nue. Donc ça te met dans l'ambiance, quoi. C'est vraiment dès les premières pages, t'as un truc qui te secoue vraiment graphiquement, et à partir de ce moment-là, je trouve que ça te lâchera plus d'une seule seconde. C'est vraiment de l'horreur rampante en fait qui s'insinue en toi. Il y a vraiment un côté très, on s'imagine très bien avec le découpage qu'il a, la façon dont ça pourrait être retranscrit parfaitement en film. Enfin, je trouve que vraiment les premières scènes d'apparition, justement, parce que le fantôme en fait peut apparaître sous plusieurs formes. Et donc, il y a vraiment des moments, ce côté où tu regardes dans un coin de pièce et tu vois qu'il y a un truc et tu sais pas ce que c'est, et ça se rapproche. Enfin, et ça, là, il arrive vraiment à distiller ce sentiment d'angoisse de façon absolument incroyable pour de la bande dessinée. Moi, je trouve que c'est vraiment un bouquin. C'est pas un bouquin forcément qui terrifie en tant que tel, mais t'as des vrais moments d'angoisse, en fait. Il y a des vrais moments de crispation, en fait, face à certaines planches. Et puis, avec des scènes qui deviennent complètement folles, quoi, jusqu'à la conclusion ultra abrupte. Pour moi, c'est un coup de cœur, hein, franchement. J'ai adoré ce bouquin. Vous savez que je suis fan d'horreur. En l'occurrence, j'avais déjà beaucoup aimé le recueil Dans les bois, où il y a quelques nouvelles, en fait, parce que c'est un recueil de cours d'histoire, mais qui sont ultra glaçants. Il faudra que je te le prête, parce que c'est vraiment trop bien. Donc j'avais pas lu Speak, qui est un autre bouquin qu'il a fait, mais qui est pas du tout dans le même registre, parce que c'est plus une façon de raconter des faits réels, en fait, l'histoire d'une nana qui s'est fait agresser, et comment elle survit à son traumatisme, et sur lequel il était pas auteur complet, il était juste dessinateur. Mais donc voilà, une invitée dans la demeure. En plus, c'est servi par 400K, donc le bouquin est très grand, très lourd, mais très bien, c'est sur du gros papier bien épais, qui permet d'absorber tout le noir, et sur lequel les contrastes avec les couleurs est magnifiquement marqué. Donc pour moi, c'est une recommandation immédiate, et j'espère que le bouquin va trouver son public, en attendant de voir ce que fera Morgan Carroll plus tard, dans le futur. Mais voilà, moi j'ai adoré. Bah ouais. Donc pour une fois que je fais 5 minutes en solo, c'est bien, ça m'a reposé un peu la gorge. Voilà, je te laisse reprendre pas grand-chose la parole pour l'analyse plus analytique. Non, mais j'ai même pas forcément d'analyse très élaborée à fournir, en fait. Au début, moi, je me suis dit dès qu'il n'y a pas de cosmogonie, de cosmique et de folklore, ça te parle moins. Non, ça m'a parlé, j'ai beaucoup aimé. Non, au début, moi, je m'étais dit que c'était un album qui ressemblait beaucoup au reste, une partie de la bibliographie de 404. C'est-à-dire que chez 404, il y a souvent de la fiction surnaturelle, mais tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que vous prenez au-dedans, c'est ça, en fait. Vous avez des scènes magnifiques de temples avec des monstres parfois, etc. Mais en fait, tout ça, c'est l'allégorie de la pensée du personnage, ouais. Voilà, de la pensée du personnage, la psyché, comme tu dis, la personnalité interne, qui va être dessinée, parce que c'est un artiste graphique qui peut se permettre de faire des choses plus élaborées pour ça. Pareil pour The Blue Flame. C'est Blue Flame, c'est ça? Oui. Ou pareil, en fait, on parle d'un procès, de l'humanité, d'un super-héros, etc. Mais en fait, tout se passe globalement dans l'intériorité du héros. C'est concrètement la vraie histoire qu'on te raconte. C'est ce mec qui est mal dans sa peau, qui a le colo, qui a un accident, etc., etc. Et tu peux très bien voir, en fait, la partie fiction comme un truc qui est juste une allégorie, un renversement. Et c'est même Lovecraft, quelque part, c'est un voyage intérieur, philosophique. Mais c'est plus, en fait, une question sur qui suis-je, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, plutôt que vraiment une vraie fiction. C'est-à-dire que c'est pas plastique, tu vois. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas vraiment un truc qui est surnaturel qui se passe.
C'est juste de la projection, en fait, de pensée. Et au début, je me suis dit que ça allait être ça, en fait, l'inconnu dans la demeure. C'est-à-dire que tu te demandes s'il y a vraiment un monstre ou si tout se passe dans l'esprit, en fait, de l'héroïne. Et en fait, c'est ça, mais en plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces twists qui, je trouve, sont pas forcément faciles à anticiper. Ça ressemble beaucoup à Rebecca aussi, le roman de Dumouriez, où c'est rapido, c'était dans l'autre podcast, je parlais des sœurs Brontë et de Jane Austen. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui épouse un héritier fortuné, qui est récemment veuf, et qui en fait dans le château se confronte aux souvenirs de son ex-femme. Et il y a un film sur Netflix, si ça vous intéresse, avec comment il s'appelle déjà, le cannibale là, et Anya Taylor-Joy, je crois, je sais plus, bref, ma copine l'a vu, elle m'a dit que c'était pas mal. Mais grosso, c'est un peu ça, ouais, c'est-à-dire que c'est la nouvelle femme d'un mec qui est récemment veuf, et donc tu crois que ça va parler en fait de l'anxiété d'être une mère illégitime pour un enfant, parce qu'il y a un enfant dans l'équation qui s'appelle Crystal, et que ça va être ça, en fait, ça va être le mal-être de devoir remplacer une mère qui n'est plus là, tout en étant en fait pareil un récit sur l'anxiété sociale, le mal-être intérieur, la haine de soi, et effectivement cette recherche, comme tu dis, de la féminité. Enfin, moi je savais pas que Carole était un homme trans. Je pense que on peut, alors moi j'ai pas les compétences pour ça, mais on peut peut-être aussi prendre ce truc-là par rapport à la féminité, parce qu'il y a un vrai propos par rapport à ça. Oui, complètement, bien sûr. Le rapport au corps, le rapport à la légitimité qu'on a en tant que femme, le rapport au sexe aussi, qui est un peu évoqué, la relation qu'elle a avec les autres femmes de son entourage, où elle est systématiquement en décalage par rapport aux autres. Quand elle a une voisine qui visite et qui lui dit tu n'as pas de filtre pour filtrer ton eau, pour le truc qu'elle fait c'est acheter un filtre à eau, tu vois. Donc il y a quand même ce côté pareil, essayer d'habiller un peu sa réalité, truc qui lui manque, tu vois. On sent qu'il manque des choses à ce personnage. Et après, en cours de route, ça prend une tournure plus glaçante, effectivement. Moi, je dirais pas, enfin, ça m'a pas fait peur, tu vois. J'ai pas trouvé ça très terrifiant ou horrifique. C'est plus ce bail de santé mentale un peu, on va dire, allégorique à la Ari Aster, en fait, tu vois, qui je trouve fonctionne bien dans le récit, parce que c'est terrifiant. Oui, bah, Héréditary est terrifiant, c'est sûr, mais jusqu'au moment où effectivement tu te rends compte que ça parle vraiment précisément de cette santé mentale et de ce mal-être en fait qui finit par se caractériser sur un truc beaucoup plus noir que prévu, sans trop en dire, parce que les twists sont vraiment importants pour le coup, donc on peut pas. Ouais, faut pas les spoiler là. Faut pas les évoquer. Pareil, le rapport à la couleur dont tu disais. Alors effectivement, on comprend que l'héroïne a grandi, et ça c'est pareil au niveau transidentité, c'est super intéressant. L'héroïne a grandi avec un bouquin qui parle d'un chevalier qui va secourir une princesse gardée par un dragon. Et donc au début, et en fait, l'héroïne se projette dans le chevalier. Et selon elle, l'ex-femme, c'est la princesse. Et donc tu dis que le père est le dragon. Et c'est un peu comme le titre, tu vois, l'inconnu dans la demeure. Est-ce que c'est elle, oui. dans la demeure? Est-ce que c'est le fantôme, l'inconnu dans la demeure? Qui est vraiment entre guillemets. Qu'est-ce que c'est la demeure en tant que telle? Exact. Quelle est la demeure, effectivement? Et j'en profite juste pour dire que j'ai interviewé Morgane et qu'on parle de tout ça dans une interview qui arrivera prochainement sur Facebook. Mais comme d'hab, je n'ai pas écouté ces interviews pour ne pas me biaiser mon regard. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent d'un album qui est finalement assez touffu, assez chargé. Et pourtant, qui se lit, je trouve, relativement, enfin, pas vite, parce que, mais l'utilisation de l'espace est super intéressante. T'as beaucoup de splash pages très littéraires, bah, tu sais, un peu comme Ed Gein, enfin, comme Dr. Vertam, justement, où en fait, c'est beaucoup des pages qui sont là pour te présenter la maison, l'environnement dans lequel ils sont. T'as aussi beaucoup de moments qui sont très allégoriques et explicatifs, beaucoup d'onirisme aussi, beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars. Et au final, c'est très bien utilisé, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sens de lecture qui progresse, qui ralentit, qui te laisse le temps de respirer, de réfléchir avec ce personnage principal, et de comprendre, en fait, de pénétrer son monde intérieur à elle, à tel point. Mais par contre, je pense que tu ne peux pas voir venir le twist, enfin les deux twists, dans le sens où jusqu'au bout, tu crois que ça va parler, en fait, vraiment, simplement, de dépression quotidienne, morbide, inassouvie. C'est-à-dire qu'elle n'assume pas d'être mal, d'aller mal. Et donc, en fait, on te montre des scènes du quotidien où il y a toujours un truc qui bloque, qui coince, notamment dans l'appareil Crystal, ou avec son mari, pareil, son mari qui passe pour le dragon. Comment il est écrit. T'as des échanges qui sont abominables, quoi. Enfin, le côté ultra malaisant, toxique de leur relation, où tu dis, mais horrible, quoi, de vivre avec une telle personne, quoi. Tu te sens enfermé, en fait, aussi. Et le renversement, du coup, de la fin te donne envie de le relire une deuxième fois pour comprendre ça à l'aune du truc. Et même tout ce dialogue avec le fantôme, entre guillemets, qui pareil, suffisamment allégorique pour que tu comprennes que c'est un truc qui vraiment se joue que dans sa tête, mais qui peut aussi fonctionner comme un truc de vrai monstre. Un peu comme le Babadook. Tu vois. Le Babadook, si vous regardez le film de Jennifer Kent,
Vous pouvez vous dire, il y a vraiment un monstre. Et c'est comme ça. Et ce monstre est lié à l'enfant et à la mère. Ou alors vous pouvez vous dire, non, c'est une allégorie. En fait, le monstre, c'est le rapport monstrueux. C'est la mère voit son fils comme une créature monstrueuse. Et inversement, le fils voit sa mère comme une créature monstrueuse. Et donc, du coup, c'est ça qui est toujours génialement bien fait dans les bons films d'horreur, c'est que tu ne sais pas, en fait, si grosso modo, on va te raconter une histoire qui fait peur, ou est-ce qu'on va vraiment te parler juste des tourments de l'esprit humain, et de ce que ça peut avoir de destructeur, en fait, de vivre avec une maladie mentale, une anxiété, une angoisse. Mais après, ça, je te paraphrase, du coup. Mais ouais, moi, ça fonctionne carrément. Effectivement, le travail sur la couleur aussi, qui est assez brillant dans ces moments de mise en abîme, entre guillemets, de l'esprit. Qui est génial parce que jusqu'au bout tu dis mais qu'est-ce qu'on veut me raconter et tout, et effectivement découvrir ce côté trans, je pense ça pourrait être intéressant de le faire lire à des personnes concernées parce que à mon avis il y a un vrai propos réflexif sur la féminité qui m'est passé du coup un peu à côté en première lecture, mais en tout cas très bon album effectivement qui complète très bien, comme je l'ai dit, d'autres projets qui sont déjà dispo chez 404, mais c'est un truc je pense qui c'est là qu'on voit le travail du directeur de collection en fait, c'est que il y a quand même un propos digéré, tu vois, même Anzuelo, il y a des éléments qu'on peut trouver dans le rapport à la monstruosité du corps, dans ce travail des couleurs et tout, que tu trouves de projet en projet, alors que c'est des auteurs différents, c'est assez rigolo. Mais ça marche carrément, en tout cas, dans celui-là. Moins comme une BD d'horreur de fantôme, à mon sens, c'est plus comme une BD d'horreur de dépression, en fait. Enfin, de mal-être. Et tout ce que ça a un peu de glaçant, de dégueu, etc. Je trouve qu'il y a ce côté aussi... Et ça, je sais d'expérience que je sais que c'est une thématique qui intéresse le monsieur Beaujoin, le directeur de collection, sur le fait que ton corps est une prison, en fait. Et que en fait, c'est pour ça que les meilleures histoires, enfin, qu'une bonne partie des histoires d'horreur peuvent juste se passer, en fait, dans toi aussi, parce que, concrètement, en fait, le corps, le concept du corps, c'est quand même quelque chose par rapport à notre esprit, c'est quand même quelque chose d'abolé, parce qu'en fait, t'es enfermé dedans, quoi. Donc, quoi qu'il s'y passe, tu peux pas t'en échapper. Si t'arrives un malheur dans ta tête, tu peux pas t'enfuir. Il y a quelque chose d'assez, et la fiction d'assez glaçant, pardon. Et la fiction avec cette idée, par cette tentative d'évasion qui crée des mondes surnaturels à chaque fois. Donc, qui crée des patates. D'âme augmentée. Ouais, ça, les petites patates d'âme augmentée, les plus horribles monsieur patate qui soient. Très bien, donc une invitée dans la demeure, c'est, vous l'aurez compris, chaudement recommandé par notre humble rédaction. Donc je vous invite à le retrouver chez 404 Graphics, c'est pour 29,95, donc gros format, grosse pagination et très belle fabrication là-dessus. Donc en librairie et potentiellement chez des bibliothécaires qui ont du goût et qui n'ont pas attendu avant de le commander. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu, parce que c'est la fin de ce Back Issues. Vous pouvez poursuivre la discussion, nous faire part de vos propres lectures sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et bien entendu dans les channels dédiés sur notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et en attendant, eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. N'hésitez pas également. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut! Salut!